Bonjour et bienvenue sur seformerpourchangerdevie.com, le blog à destination de ceux qui envisagent une évolution ou une reconversion professionnelle dans l'informatique, ou qui désirent encore acquérir de nouvelles connaissances dans ce secteur d'activité. Je suis Hamid Dekmous, architecte technique spécialisé dans les domaines du stockage et de la sauvegarde de données informatiques, et je souhaite, à travers ce site, vous accompagner dans votre projet. Vous avez pu découvrir dans le premier épisode de ce thème sur l'ordinateur personnel les usages de cet outil devenu presque incontournable autant dans le milieu professionnel qu'au sein du foyer. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'étudier l'un des éléments, pour ne pas dire l'élément principal, l'unité centrale. Nous la décortiquerons afin d'expliquer le rôle des composants qui la constituent. Au sommaire, tout d'abord, un court rappel sur l'outil extrait de l'épisode précédent. Nous poursuivrons avec les types de formats proposés par les constructeurs. Nous terminerons enfin avec la plus grande partie de cet épisode qui décortique et met en avant les composants dont vous n'auriez même pas soupçonné l'existence. Pour mémoire, cet épisode est le deuxième du thème sur l'ordinateur personnel qui se compose des 4 épisodes suivants. Premier épisode, présentation et usage. Deuxième épisode, l'unité centrale, l'épisode actuel. Troisième épisode, le système d'exploitation sur PC. Et enfin, le 4e épisode, les logiciels sur PC. Alors côté rappel, comme je vous l'avais indiqué dans le précédent épisode, l'ordinateur personnel se compose au moins d'une unité centrale, le cœur de l'outil, d'un clavier et d'une souris qui permettent à l'utilisateur de donner des ordres et au final de le contrôler, et enfin d'un écran qui affiche les résultats. L'écran ainsi que le clavier et la souris sont tous connectés à l'arrière sur les ports USB et port écran, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Notez que nous ne nous attarderons pas sur l'ordinateur portable qui n'est ni plus ni moins qu'un format très compact de la version fixe avec des variantes d'options. L'intérêt donc de le démonter et de le décortiquer est bien moindre puisqu'il n'offre que très peu de possibilités d'extension et de maintenance. Passons à présent à la deuxième partie autour des formats d'unité centrale du marché. Les constructeurs proposent une multitude de formats plus ou moins compacts et pourvus d'un certain nombre de fonctionnalités, multimédia par exemple, mais la norme se résume en réalité à 2 principaux formats. Sur la partie gauche du schéma, nous avons le format dit tour, boîtier vertical, qui dans la majorité des cas est posé au sol sous le bureau, que l'on pourrait bien sûr déposer sur le bureau, mais vu son volume, vous risquez de n'avoir que très peu de place pour le reste. Sur la partie droite, le format dit bureau, boîtier horizontal, aussi nommé desktop en anglais, qui lui est généralement déposé sur le bureau et plutôt rencontré en entreprise. Enchaînons à présent avec la plus grande partie de l'épisode, l'unité centrale décortiquée. Avant de jeter un œil à l'intérieur, je vous propose de passer en revue les différents périphériques et connectiques visibles de l'extérieur, à l'avant et à l'arrière de cette unité centrale. À l'avant, nous identifions de haut en bas le lecteur CD-ROM ou DVD que l'on n'a plus besoin de présenter, mais qui en plus de lire les films ou les albums musicaux, comme le fait un simple lecteur de salon, il est aussi le périphérique duquel sont lancées les installations de logiciels ou les sauvegardes de vos données personnelles, photos, vidéos, documents. En dessous se trouvent des emplacements d'extensions permettant l'ajout de périphériques tels qu'un lecteur CD-ROM supplémentaire ou un lecteur de bande. Plus bas, nous trouvons le lecteur de disquette qui a tout simplement disparu depuis l'arrivée des clés USB. Dernier élément visible à l'avant, les différents boutons nécessaires au démarrage et à l'arrêt du PC, même si l'arrêt est généralement déclenché à partir du système d'exploitation. Et enfin, le bouton de redémarrage forcé, appelé aussi bouton de reset, utilisé dans le cas d'un plantage du système. À l'arrière, nous trouvons de haut en bas l'affiche qui accueille le câble d'alimentation qui la relie au courant électrique, les ports USB évoqués précédemment ainsi que le port réseau, le port écran fourni de base ou disponible sur une carte graphique additionnelle, ou soit les deux, ce qui permettrait un affichage mono ou multi-écran, les ports micro et casque audio, et enfin, les ouvertures qui permettent l'évacuation de l'air chaud par les ventilateurs internes et celles qui donnent accès aux cartes d'extension connectées sur la carte interne, appelée carte mère, que nous découvrirons plus loin. Zoomons encore d'un niveau pour enfin nous intéresser à ce fameux inventaire des composants internes. Nous nous concentrerons uniquement sur le format tour, qui présente à quelques différences près les mêmes caractéristiques que le format bureau. Pour y accéder, vous devez disposer d'un tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis qui maintiennent les plaques latérales. Une fois dévissée, la tour nous fait voir sur sa partie droite son armature et quelquefois les soudures du dessous de la carte mère,
et sur sa partie gauche, l'ensemble des éléments internes. Passons-les en revue. En haut à gauche, nous apercevons le boîtier d'alimentation, relié au courant électrique, duquel partent l'ensemble des câbles qui alimentent les éléments internes. Extrait de la tour, ce boîtier électrique se présente comme dans la photo. Un peu plus bas, nous identifions les ports vus précédemment de l'extérieur à l'arrière de l'unité centrale. À droite, nous reconnaissons les périphériques, lecteurs de disquettes et CD-ROM listés dans les pages précédentes. Encore plus bas, nous trouvons l'unité de stockage, le disque dur sur lequel est installé le système d'exploitation, sujet du 3e épisode, et aussi qui héberge toutes vos données personnelles, photos, vidéos et documents. Dans le fond, nous distinguons la carte mère, l'élément central qui a un rôle essentiel puisqu'elle interconnecte tout simplement les autres éléments, processeur, mémoire, disque dur, CD-ROM. Sur cette carte mère, commençons par le processeur, ou CPU, pour Central Processing Unit en anglais, ou en français Unité centrale de traitement. La partie visible n'est généralement pas le processeur mais un support ou un ventilateur qui le refroidit. Celui-ci est en quelque sorte le cerveau de l'ordinateur, il ordonnance les opérations, un peu comme le ferait un chef d'orchestre, traite les informations et exécute les instructions. Un petit mot sur ce que l'on appelle le chipset, littéralement jeu de puce. Plus méconnu, il joue un rôle très important puisqu'il intègre les paramètres qui déterminent par exemple le type de mémoire supporté et se charge de certaines liaisons internes. Pour mener à bien sa tâche, le processeur stocke les données en mémoire lors de leur traitement, la RAM, Random Access Memory, traduit par mémoire à accès direct. Cette barrette mémoire est facilement remplaçable puisqu'elle est simplement clipsée. Clôturons cet inventaire par les slots qui accueillent les différentes cartes d'extension, souvent optionnelles, carte son, carte graphique, carte réseau, carte fax, etc. Et les connecteurs sur lesquels sont branchés de larges câbles, les NAP, reliés au disque dur et au lecteur de disquettes et CD-ROM. Le reste des composants n'ont pas pour l'heure un réel intérêt, mais j'indiquerai cependant, pour les plus curieux, quelques liens vers des sites spécialisés. C'en est fini pour cet épisode. Je vous invite maintenant à consulter la page programme du blog dans laquelle vous retrouverez la liste des futurs articles. Cette liste sera mise à jour le plus régulièrement possible. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail à hamid.dekmous@seformerpourchangerdevie.com. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt sur seformerpourchangerdevie.com.